professeur Bru, vous êtes endocrinologue et chef du service endocrinologie, diabète, maladies métaboliques à l'hôpital de la Conception. Et vous coordonnez au sein du service le CRMR coordonnateur HIPPO pour les maladies rares d'origine hypophysaire qui dépend de la filière nationale FIRINDO. Vous êtes le responsable de l'équipe adulte en association avec le docteur Frédéric Albarel et c'est professeur Rachel Reynaud et docteur Sarah Cassette qui sont co-responsables médicales de l'équipe pédiatrie à Timone Enfant. En lien avec ce centre HIPPO, vous êtes aussi le responsable médical de 8 centres de compétences à la PHM, qui sont aussi des centres courts pour des maladies rares caractérisées par des troubles endocriniens. Merci beaucoup d'avoir accepté de présenter les activités et les développements pour ces atteintes rares endocriniennes. Et peut-être aujourd'hui, on peut présenter plus particulièrement le centre pour les maladies d'origine hypophysaire, votre centre dédié HIPPO, parce c'est celui qui a le plus d'envergure et il est coordonnateur au niveau national. Alors, peut-être pour commencer, vous pourriez nous parler de la mise en place de ces centres et de leur organisation. Oui, les centres de référence maladies rares ont été mis en place dans le cadre du plan national maladies rares, le premier qui a été mis en place à partir de 2005. Le nôtre a donc été labellisé en 2006 dans ce cadre, et puis ensuite nous avons été de nouveau labellisés lors des appels d'offres successifs. Et nous sommes depuis 2017 le centre coordinateur national pour les maladies rares hypophysaires. Donc, bien sûr, c'est un centre qui est pluridisciplinaire. Vous avez cité nos collègues pédiatres avec le professeur Rachel Reynaud, mais il y a aussi les neurochirurgiens avec le professeur Dufour et son équipe, les généticiens, biologistes moléculaires comme le professeur Anne Barlier, voilà, donc, et beaucoup d'autres partenaires. Oui, de ces centres. Voilà. Et en ce qui concerne les maladies que vous prenez en charge, donc sur Orphanet, il y a 4 groupes de maladies d'origine hypophysaire qui sont décrits. Est-ce que vous pouvez nous en donner un aperçu et peut-être nous dire aussi quelle est la proportion de maladies qui se déclarent uniquement chez l'adulte? Oui, alors, bon, globalement, je ne vais pas forcément reprendre ces 4 groupes de maladies, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies hypophysaires, elles sont très nombreuses et très variées, mais il y a en gros 2 sortes de maladies, les maladies qui entraînent un excès de fonctionnement de l'hypophyse et qui sont associées parfois à donc des tumeurs hypophysaires, qui sont donc dans la très grande majorité des cas des tumeurs bénignes, qui peuvent exceptionnellement être des tumeurs malignes, mais vraiment très 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 rarement. Et puis il y a d'autre part donc des situations de déficit hypophysaire où on a, pour différentes raisons, qu'elles soient génétiques ou tumorales ou liées à différentes lésions, des déficits, donc des hormones hypophysaires, donc qui vont entraîner des manques qu'il va falloir substituer. Voilà. Et pour répondre à votre question sur la proportion de maladies qui sont vues chez l'adulte ou chez l'enfant, en fait, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on a des pathologies hypophysaires qui se voient dans l'enfance, effectivement. Ça peut être des retards de croissance, ça peut être des troubles de la puberté, ça peut être des maladies génétiques, et puis un grand nombre de pathologies qui surviennent plutôt chez l'adulte et qui sont plutôt là des pathologies tumorales. D'accord, alors, et quelle est la part de maladies qui sont génétiques ou héréditaires, justement? Alors, typiquement dans la maladie la plus répandue dans le centre de maladies rares hypophysaires, qui sont les adénomes hypophysaires, c'est en fait un groupe de maladies qui sont donc des tumeurs bénignes qui peuvent ou non sécréter un excès de certaines hormones. Les causes génétiques identifiées dans ces maladies sont très minoritaires. En fait, dans la majorité des cas, ça n'est pas dans un contexte génétique. Ça peut l'être dans de rares cas où il y a plusieurs cas dans la famille, ou bien si la maladie se manifeste tôt dans la vie, donc chez l'enfant ou le jeune adulte.
Dans ces cas-là, on peut avoir jusqu'à 10%, mettons, de causes génétiques. Mais sinon, dans la grande, grande majorité des cas, ce sont des cas isolés. D'accord. Et donc, quels peuvent être les autres facteurs qui sont impliqués, par exemple, dans la survenue d'un adénome hypophysaire? Alors, globalement, ces facteurs sont encore actuellement non connus. Pour l'essentiel, on suspecte le rôle de facteurs de l'environnement, comme des toxiques de l'environnement. On a évoqué la dioxine, par exemple, parce que justement, l'un des gènes qui est en cause dans certains de ces adénomes hypophysaires familiaux est un récepteur de la dioxine indirectement. Voilà. Donc c'est un petit indice, mais il n'y a pas de démonstration vraiment des causes des adénomes hypophysaires en fait actuellement, en dehors de ces cas de causes génétiques qui sont une minorité. D'accord. Voilà. Bon, ben merci bien pour toutes ces explications. Et donc, je reviens à l'errance et l'impasse diagnostique parce que c'est le premier axe du PLMR3, de vouloir le réduire. Et pour ces maladies, est-ce qu'il y a encore parfois un délai important alors que le patient réalise qu'il a un souci et puis soit pris en charge par votre centre et ou avant que la cause du coup de la maladie ne soit identifiée. Donc, que la cause, oui, probablement, du coup. Oui, alors, comme je vous disais, ces adénomes hypophysaires ou ces maladies hypophysaires plus globalement sont très diverses et donc les délais de diagnostic peuvent être variables selon les cas. Mais il y a beaucoup de cas où, en effet, on a un retard diagnostique important, donc potentiellement une errance diagnostique pour les patients. C'est typiquement le cas dans une maladie qui est l'acromégalie, qui est une des maladies dont s'occupe notre centre, où il y a un excès chronique d'hormones de croissance qui va entraîner des déformations des mains, des pieds, du visage, mais qui sont tellement insidieuses qu'elles ne sont dépistées par le patient ou par son entourage ou par ses médecins que très tardivement, avec aussi le handicap d'une maladie rare qui est mal connue et donc mal diagnostiquée. Inversement, d'autres maladies comme le syndrome de Cushing, par exemple, peuvent être peut-être plus tôt diagnostiquées parce que les symptômes sont plus bruyants et conduisent plus rapidement à une consultation et une reconnaissance de la maladie. Et à l'inverse, donc vous dites qu'il y a peu de cas génétiques. Est-ce que, du coup, est-ce que il arrive pour votre centre que vous détectiez un problème génétique avant que les symptômes de la maladie n'apparaissent, voire qu'ils apparaissent jamais, ces symptômes? Oui, alors ça peut se produire dans le cadre de dépistages familiaux, par exemple, où donc effectivement, lorsqu'on a fait la recherche d'anomalies de gènes de prédisposition chez des patients jeunes, ça peut effectivement arriver donc, pour la situation des tumeurs. Après, il y a tout le versant des déficits hypophysaires qui peuvent aussi être de cause génétique. Où donc là, on peut aussi rechercher des causes. Et donc notre centre est justement un des centres français, même européens, les plus en pointe sur ces diagnostics génétiques des maladies hypophysaires de déficit hormonaux. D'accord, donc dans le cas de, voilà, vous détectez le déficit génétique, vous pourrez apporter un suivi plus précoce à l'enfant ou au jeune. Oui, alors l'avantage de faire le dépistage génétique et de précisément diagnostiquer quelle est l'anomalie, quel est le gène concerné, c'est de savoir quelle va être la présentation chez un patient donné. Parce que c'est assez variable. Certains enfants vont faire une puberté, d'autres non. Certains adultes vont développer, selon la cause génétique, un déficit, par exemple, des hormones surrénaliennes ou pas, ce qui peut avoir des conséquences très graves ou si on le méconnaît. Donc c'est important d'avoir un diagnostic génétique précis. D'accord, merci bien.
Donc, on continue donc, sur le parcours du patient, qui inclut le diagnostic, mais aussi donc, le suivi. Et votre équipe a présenté l'année dernière dans l'émission Atout Santé, quand les hormones hypophysaires manquent dès la naissance. Vous avez déjà abordé les questions de la vie avec une déficience hormonale et des options de traitement. Et on peut reprendre ici des points d'actualité sur le sujet. Alors, qu'est-ce que vous voudriez dire de particulier pour l'accompagnement et le suivi du parcours du patient adulte? Alors, j'imagine que ça dépend évidemment des maladies. Oui, mais finalement, quelle que soit la cause d'atteinte hypophysaire, finalement, il peut y avoir donc à un moment des manques, des déficits de ces hormones hypophysaires. Et donc, le traitement va être le remplacement des hormones qui manquent. Et ça, c'est assez bien codifié maintenant, et c'est une charge importante pour les patients, parce que ça va les obliger à prendre, quand ils ont plusieurs hormones manquantes, plusieurs traitements différents qui ont chacun leur particularité. Certains sont pris par voie orale, certains sont des injections mensuelles. Donc il y a des contraintes qui peuvent être diverses. Il va y avoir aussi le problème de la fertilité puisque la fertilité nécessite des hormones hypophysaires, et que si on veut induire cette fertilité, il va falloir un traitement un peu spécifique. Il y a vraiment des problématiques particulières liées à chacun de ces traitements. Le remplacement des hormones surrénaliennes aussi va nécessiter des adaptations en fonction de la vie quotidienne, des stress, et voilà. Donc c'est quand même une charge importante pour les patients. Un monitoring important. Oui, et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de temps pour expliquer aux patients leurs différents traitements, à quoi ils servent et comment les adapter. Et c'est pour ça, peut-être nous en reparlerons-nous, mais que nous organisons des séances d'éducation thérapeutique spécifiques. Vous avez 2 ETP. Oui. Et pour les adénomes hypophysaires, une fois qu'il y a eu la chirurgie, est-ce que le patient il est tranquille ou... Alors, dans un bon nombre de cas, le patient peut être guéri par la chirurgie hypophysaire, c'est-à-dire que son adénome a pu être enlevé en totalité sans entraîner de déficit d'hormones permanent. Ça, c'est le cas idéal qui se produit dans un certain nombre de cas. Mais dans un certain nombre d'autres cas, on va avoir un patient qui peut être éventuellement guéri, mais qui garde des déficits d'hormones qu'avait induit sa tumeur, ou que la chirurgie a pu éventuellement aggraver ou modifier. Et ensuite, parfois, la tumeur n'a pas pu être enlevée en totalité, parce que s'agissant de tumeurs bénignes, on ne prend pas de risque exagéré pour l'enlever, et justement il y a des structures assez fragiles autour de l'hypophyse, les chirurgiens sont très prudents et préfèrent laisser un petit peu de tumeur, voilà, si c'est dangereux de l'enlever. Donc il peut y avoir des patients qui conservent une partie de la tumeur, et donc dans ces cas-là, il y a besoin au moins d'une surveillance, parfois de traitements complémentaires, donc après cette première chirurgie. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça dépend des cas, des patients, Oui. et de toute façon il y a un suivi. Donc en matière de stratégie thérapeutique, est-ce qu'il y a eu des nouvelles molécules récemment, des nouvelles stratégies, des innovations particulières? Peut-être on peut parler particulièrement de l'acromégalie, puisque vous avez coordonné avec Dr Frédéric Albarel la publication d'un PNDS à ce sujet. Oui, alors effectivement, donc il y a le protocole national de diagnostic et de soins de l'acromégalie qui est disponible sur le site de l'HAS depuis fin 2021, qui a été un travail collaboratif de beaucoup de centres, mais qu'effectivement nous avons coordonné, qui résume tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie et sa prise en charge. Et en effet, dans cette maladie, il y a quelques nouveautés thérapeutiques, un petit peu dans les modes d'administration des traitements, qui étaient classiquement des traitements avec des injections mensuelles.
On va avoir des modes d'administration peut-être trimestriels, et aussi par voie orale. On Donc a moins lourd. d'autres Ouais. un petit peu moins lourds, voilà, c'est ça. Et donc, il y a de constants progrès en fait dans toutes ces maladies pour les traitements. Parfois, ce sont des petites améliorations, parfois, ce sont des progrès beaucoup plus importants, D'accord. mais c'est toujours une bonne chose. Ouais. Peut-être aussi pour le monitoring, non? Pour suivre. Oui, alors c'est une maladie, par exemple l'acromégalie, effectivement, qu'on suit assez facilement avec des contrôles biologiques, hein, assez simples, et puis des contrôles de l'IRM ou hypophysaire aussi de temps en temps. Merci bien. Et donc pour revenir à l'ETP, donc voilà, ces séances d'éducation thérapeutique pour le patient où vous leur expliquez voilà, la maladie, la prise en charge. Vous en avez deux pour les patients atteints de maladie hypophysaire qui a commencé en 2012, je crois. Puis un autre qui a commencé plus récemment pour les enfants et les adolescents atteints de pathologie hypophysaire ou surrénalienne et aussi pour leur entourage. Alors, quels objectifs spécifiques de ces deux ETP, s'il vous plaît? Et puis aussi, je voudrais que vous parliez du fait que vous pensez les développer en IETP. C'est ça. Alors, effectivement, c'est le docteur Frédéric Albarel qui a vraiment initié ces programmes d'éducation thérapeutique pour les adultes. Et donc, plus récemment, c'est l'équipe de professeur Reynaud avec le docteur Sarah Castet qui ont développé des programmes similaires chez les enfants. Donc, peut-être je parlerai plutôt de l'adulte. Donc le but général de ces programmes, c'est de rendre le patient autonome en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il ait bien compris sa maladie et les traitements, à quoi ils servent et comment on doit les prendre, les adapter en fonction des circonstances. Et donc c'est parfois un petit peu complexe. Alors ça c'est donc je dirais l'objectif premier. Et puis donc aussi on a pour objectif de répondre à un certain nombre de questions que les patients se posent autour de leur maladie et des conséquences de leur maladie, sur leur poids par exemple, sur leur fonction sexuelle, sur leur fonction de reproduction, donc la fertilité. Sur tout un tas de questions de la vie quotidienne qui peuvent donc être discutées lors de ces séances d'éducation thérapeutique. Alors quand on dit éducation, on pense un peu à l'école, au lycée, mais ça n'est pas un enseignement, hein, ce sont des séances d'échange en fait avec des professionnels de santé divers, hein, pas que des médecins, bien sûr, des infirmières, des diététiciennes, des psychologues, beaucoup d'autres professionnels de santé, aussi des partenaires d'associations de patients ou des patients qui sont parfois appelés les patients experts, et d'autres patients, tout simplement, hein, qui sont suivis dans le centre. Et ce sont ces échanges avec les professionnels, avec les autres patients, qui génèrent, je dirais, des partages d'expériences et finalement qui augmentent les connaissances et les capacités des patients à prendre en charge leur maladie. D'accord. Ouais, merci bien. Et donc voilà, donc ceci se met en lien avec les associations. Oui. Et donc des patients experts et des patients pas forcément dits experts. C'est ça. Et comme vous l'évoquiez aussi, nous allons développer, c'est déjà en cours, mais un mode de cette éducation thérapeutique à distance, donc ce qu'on a appelé l'IETP, hein, donc pour aider les patients également qui ne peuvent pas toujours venir au centre parce qu'il y a des problèmes de remboursement des déplacements, de difficulté de se déplacer, etc. Donc c'est également très utile, également pour mieux couvrir le territoire aussi, pour pouvoir atteindre des patients qui sont un peu plus éloignés de grands centres universitaires, donc des centres de référence et des centres de compétences. Donc ça se développe. Hein. Merci bien donc pour toutes ces réponses pour le parcours du patient. Et
en matière de recherche et d'innovation, vous avez des activités très importantes, vous et votre équipe, dans la formation et la recherche. Notamment, vous dirigez une équipe au sein du AMMG, le Centre de génétique médicale de Marseille. Le professeur Reynaud est aussi membre de cette équipe. Est-ce que vous pouvez nous faire part des éléments majeurs de votre recherche actuelle au niveau moléculaire, clinique? Oui, alors c'est donc une équipe de recherche qui a plusieurs axes, qui travaille à la fois sur l'aspect des tumeurs, donc ce qu'on appelle la prolifération, et aussi sur l'aspect des déficits hypophysaires, donc c'est plutôt sur le développement, les développements hypophysaires. Donc nous avons plusieurs axes qui sont menés en même temps, et par exemple sur le plan des déficits hypophysaires, nous travaillons en fait sur des cellules souches qui seraient capables de reproduire des cellules hypophysaires humaines, d'une part pour comprendre ce qui se passe dans les anomalies génétiques qui entraînent des déficits hypophysaires, et à plus long terme, peut-être pour pouvoir un jour remplacer les cellules manquantes, les cellules déficientes par thérapie cellulaire. D'accord. Voilà. Ah oui. Mais ça, c'est pour un horizon beaucoup plus lointain. Un peu plus lointain, mais c'est un projet majeur. Et au-delà de votre centre, vous êtes directeur de l'Institut Marseille Maladies Rares Marmara pour le développement de programmes de recherche et de formation interdisciplinaires sur les maladies rares. Et cet institut a mis en place un groupe de travail G3M dans lequel je fais partie, qui est porté avec l'Institut Sommum pour les sociétés en mutation en Méditerranée. Et alors, quels objectifs prochains pour ce Marmara? Alors, donc, globalement, Marmara, c'est donc un institut universitaire au sein d'Aix-Marseille Université qui a pour but de regrouper toutes les forces dans les domaines de la recherche et de la formation, centrées sur les thématiques des maladies rares, puisqu'il y a beaucoup d'aspects qui sont communs à tous les chercheurs ou enseignants qui travaillent sur ces maladies rares, que ce soit par exemple pour l'éthique, pour la bioinformatique, pour la génomique, pour beaucoup d'aspects. Et donc plus spécifiquement, ce que vous évoquez, donc c'est un travail collaboratif avec un autre institut qui nous ouvre sur tout un tas d'aspects qui complètent l'aspect purement biologique, qui est plus celui des laboratoires qui constituent Marmara, et donc qui est l'aspect d'anthropologie, de problématiques autour de l'histoire, autour de la sociologie, autour du droit, hein, parce que par exemple, il y a beaucoup de problèmes réglementaires ou juridiques autour des prises en charge de maladies rares, autour des banques de données, et donc en fait notre prochain colloque commun, il va être axé sur les thématiques de la parentalité et de la transmission. Le 25 mai. Voilà, le 25 mai, voilà. c'est ça. Oui, c'est passionnant. Et au niveau régional, et vous avez votre centre est coordonnateur donc au niveau national, et au niveau européen, il fait aussi partie du réseau Endoerne. Alors, quelles sont les actions et perspectives majeures pour votre centre au sein de ce réseau? Alors, le niveau européen est important parce que justement dans les maladies rares, parfois pour atteindre une masse critique d'équipes sur des maladies qui sont donc peu répandues, il faut se réunir à l'échelle internationale, hein, pour essayer de répondre à certains défis de la recherche. Et c'est pour ça que nous sommes très impliqués aussi donc, dans ce réseau des ENDO-ERN, l'échelon européen. Donc ça permet par exemple de participer à des registres ou de mener des projets communs sur ces thèmes. D'accord. Eh bien, merci bien pour toutes ces informations, et c'est pas exhaustif. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou un mot de la fin que vous souhaitiez nous dire aujourd'hui?
Je voudrais surtout dire que le travail dans un centre de référence maladies rares, c'est vraiment un travail d'équipe et que donc bon, il y a toute l'équipe adulte euh, avec par exemple professeur Castinetti, docteur Cuny, docteur Albarel, docteur Vermal, docteur Morange, qui sont vraiment des acteurs essentiels de ce qui est fait dans ce centre au niveau adulte. Au niveau pédiatrique, j'ai déjà cité professeur Reynaud, docteur Castet, mais il y a aussi d'autres partenaires très importants. Je crois que vous leur consacrerez Oui, une oui, oui, émission particulière. oui, je vais leur Et proposer. puis tous les autres partenaires, je dirais, oui, en neurochirurgie, en neuroradiologie, pour le gamma knife, par exemple, dont on n'a pas eu le temps de parler, pour la neuropathologie. Il y a énormément, là, bien sûr, la biologie moléculaire dont on a parlé, il y a énormément de collaboration. C'est ça qui est le centre enfin, d'un- de, Toute ce- cette mise en œuvre pour ce de notre activité. centre de recours et expert. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et pour plus de renseignements, votre centre HIPPO et les filières ont aussi des sites web dédiés. Et puis, on y retrouve l'émission À Tout Santé, notamment. Et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.